Bon, je pense qu'on va peut-être pouvoir démarrer, Anne-Sophie, si c'est bon pour toi, l'enregistrement est actif. Merci Lauriane. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quatrième webinaire que nous proposons euh, ici donc, pour les participants, mais donc comme a dit Lauriane, Henri également pour ceux qui ne peuvent pas se joindre aujourd'hui. Ce quatrième webinaire fait suite donc à 3 autres. Donc c'était un souhait de notre direction Europe et internationale et de notre service de répondre à des besoins qui ont été exprimés à la fois par les acteurs du territoire et institutions régionales. Donc, nous espérons que ce quatrième webinaire y répondra. Je n'ai pas la main sur les slides. Si, voilà. Voilà. Juste un petit rappel, on l'a déjà présenté précédemment dans les webinaires qui ont donc précédé celui-ci, pardon. Notre direction Europe et internationale est structurée avec 3 services. Le premier est dédié ce qu'on appelle les FESI, donc les fonds FEDER et FSE+. Donc c'est le service de programmation et de gestion et de contrôle de ces fonds. Donc c'est un gros service qui suit la programmation, les appels, l'instruction des dossiers et le suivi des projets en région Centre-Val de Loire qui bénéficient donc de ce FEDER et de FSE+. Un service Action européenne internationale dédié principalement donc à l'accompagnement, enfin l'animation de nos coopérations bilatérales avec des régions européennes. On a plusieurs. On a bien sûr SACSANAT en Allemagne depuis déjà de nombreuses années, mais on a également récemment signé un nouvel accord avec la Toscane. Donc on a des accords de coopération bilatérale privilégiés au sein de l'Europe. Et puis nous avons aussi un axe dans ce service dédié à la sensibilisation à la citoyenneté européenne. Notre service qui propose ce cycle de webinaire, c'est celui que vous voyez sur la slide au milieu, le service politique et projet européen. Donc, qui a cette particularité, comme on l'avait déjà expliqué, d'être à la fois basé à Orléans, au siège de la région, mais également à Bruxelles. Donc, un service qui a pour mission la veille sur les nombreuses politiques et programmes de l'Union européenne, mais aussi un rôle de représentation auprès des institutions européennes pour les élus, ou différentes structures de la région. Et puis, on cherche aussi à vous accompagner au mieux sur les projets européens qui sont liés à des programmes sectoriels. Et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc là, rapidement, cette slide vous remontre un petit peu notre service tel qu'il est aujourd'hui. Donc vous voyez des personnes basées à Orléans et d'autres à Bruxelles. Donc pour, encore une fois, répondre au mieux, enfin accompagner au mieux vos initiatives européennes et particulièrement celles liées à ce qu'on appelle donc les programmes sectoriels qui vont faire l'objet vraiment de ce webinaire aujourd'hui. Voilà, donc vous voyez sur cette slide, chaque chargé de mission en fait a un portefeuille pour suivre au plus près les programmes sectoriels. Donc on avait au sein de l'équipe une personne dédiée au programme culture, éducation, égalité, formation, et donc vous verrez que ça correspond à des programmes sectoriels bien identifiés et on peut le faire pour chaque chargé de mission qui suit ces programmes et politiques sectorielles. On a structuré ce webinaire de la façon suivante. On voudrait vraiment aujourd'hui vous proposer un focus sur les principaux programmes de financement européen. Évidemment, on ne pourra pas tous ici les aborder, mais on a quand même fait une sélection assez représentative des programmes dynamiques et qui nous semblent correspondre à des besoins du territoire. Donc, nous espérons que ça répondra à vos attentes, mais n'hésitez pas à poser des questions. On vous rappelle qu'on a toujours le chat pour tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions ou vos demandes de précision. Donc, on vous présentera quelques programmes de financement européen. Et on s'arrêtera également sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, le CFP, qui est le cadre dans lequel s'inscrivent les politiques et programmes de l'Union européenne, donc le cadre financier. Et on verra que c'est dans ce cadre que les politiques et leurs budgets sont décidés. Et pourquoi on s'y arrête aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est en train de revoir ce cadre financier. On est en train de discuter déjà du prochain cadre financier. Et donc, ça nous semblait intéressant de voir un petit peu cette mécanique, comment ce cadre financier pluriannuel est décidé à l'échelle de l'Union européenne et comment aujourd'hui il est préparé pour voir un petit peu quels sont les enjeux pour notre territoire. Bien sûr, on laissera un temps pour échanger et répondre encore une fois à des questions en direct.
Donc, vous voyez, un webinaire bien riche et j'espère que nous tiendrons notre timing. Mais si ce n'est pas le cas, les services et toute l'équipe sera ravie de reprendre des questions et d'aller plus en profondeur, bien sûr, sur des points qui n'auront pas été assez discutés ou précisés. Donc, on remettra à la fin du webinaire tous nos contacts. Voilà, on va passer au cœur du webinaire d'aujourd'hui, les principaux programmes de financement européen. Et nous allons commencer, et je vais laisser la parole, je pense, à Maïwen Guégan. C'est bien ça? Maïwen, Oui, c'est ça. à toi l'honneur pour parler d'un programme très important et très intéressant, le programme LIFE. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter le programme LIFE, qui est le cadre de financement de l'Union européenne pour soutenir les politiques liées à l'environnement et au changement climatique. Donc, ce programme, il est doté d'un budget de plus de 5,4 milliards d'euros pour la période allant de 2021 à 2027. Et il finance des projets dans deux grands domaines, l'environnement et l'action pour le climat, qui sont divisés ensuite en 4 sous-programmes. Donc, on retrouve les thématiques nature et biodiversité, économie circulaire et qualité de vie, atténuation du changement climatique et adaptation, puis transition vers l'énergie propre. Donc, au sein de ces sous-programmes, on retrouve des appels à projets qui sont publiés tous les ans. Donc, pour la période vraiment 2021-2027. Slide suivante. Merci. Donc, pour chaque programme, on vous présentera les critères qui caractérisent les appels à projets liés au programme. Donc, pour le programme LIFE, le budget des projets financés se situe entre 2 et 5 millions d'euros et on ne trouve jamais de projet financé inférieur à 1 million d'euros. Donc, le taux de cofinancement qui est apporté par l'Union européenne varie aussi. Il est en général autour de 60% pour 3 des sous-programmes, mais pour une thématique qui est donc transition vers l'énergie propre, le taux de cofinancement il peut aller jusqu'à 95%. Sinon, la durée d'un projet LIFE se situe en moyenne entre 2 et 5 ans, même si pour le programme Nature et Biodiversité, on retrouve des projets un peu plus longs qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Ensuite, en ce qui concerne les objectifs et les impacts, vraiment l'essentiel à retenir, c'est que l'objectif principal d'un projet LIFE, c'est d'être donc avec un objectif environnemental ou climatique, et le projet doit engager un impact qui est concret. Tous les projets LIFE doivent s'engager sur des résultats chiffrés. Slide suivante. Merci. Et contrairement à d'autres programmes qui sont présentés par la suite, le programme LIFE, il n'impose pas une transnationalité du partenariat, même si c'est vivement recommandé comme dans la plupart des... Suivre comme un podcast finalement. Bon, il y avait une... Merci. Donc, je continue. Donc, il n'y a pas de transnationalité des partenariats, sauf pour un sous-programme qui s'appelle Transition vers l'énergie propre, où plusieurs appels exigent un partenariat d'au moins 3 acteurs issus de 3 États membres différents. Ensuite, pour la nature des activités, selon les sous-programmes et les priorités, il y a plusieurs approches qui peuvent être possibles. Donc, soit déployer des meilleures pratiques dans un domaine, soit tester sur le terrain des innovations ou des projets de démonstration. Et on retrouve aussi des appels qui permettent de travailler à l'amélioration de la gouvernance dans certains domaines. Donc là, on ne va pas dans le détail parce que l'idée, c'est pas de présenter complètement le programme parce que c'est assez précis, mais c'est de vous donner voilà, une première idée de ce qu'on retrouve dans ces programmes-là. Et l'ensemble des appels à projets ils sont publiés sur le site Funding and Tenders. Et les liens se trouvent donc sur des slides qui seront partagés à la fin du webinaire. Et voilà, vous pourrez aller retrouver l'ensemble des appels à projets. Slide suivante. Pour vous donner un exemple concret de ce qui peut être un projet LIFE, nous avons décidé de vous présenter le projet LIFE Let's Go for Climate qui s'est déroulé sur le territoire régional entre 2021 et 2025. Donc, le projet a permis d'expérimenter sur 16 territoires de la région à l'échelle des collectivités territoriales une démarche de sensibilisation des citoyens et des collectivités afin d'accélérer le développement des communautés d'énergie en région Centre-Val de Loire. Le projet il est coordonné par la région en partenariat avec Énergie Partagée, Enedis GRDF et Virage Énergie. Donc, les principaux objectifs de ce projet Let's Go for Climate sont les suivants. Accélérer la production d'énergie renouvelable, diminuer la consommation énergétique collective et individuelle, puis faciliter l'émergence de communautés énergétiques. Donc, ce projet se clôture en fin d'année 2025. On prendra des questions sur les différents programmes à la fin du temps de présentation. Vous pouvez les poser aussi sur le chat et on y répondra plus tard. Donc, voilà, c'est une brève présentation du programme LIFE, mais je vais peut-être enchaîner sur
le deuxième programme qui est Horizon Europe. Merci. Donc, il s'agit du programme dédié au financement de la recherche et de l'innovation. L'objectif d'Horizon Europe, c'est vraiment de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, tout en stimulant, la compétitivité de son industrie. Donc, pour la période 2021-2027, son budget est de 95 milliards d'euros et le programme est divisé en 3 grands piliers. L'excellence scientifique, on trouve aussi les problématiques mondiales et compétitivité industrielle, ainsi que le troisième pilier, développer l'innovation en Europe. Au sein de ces 3 piliers, on retrouve des thématiques qu'on appelle des clusters, mais on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Donc ces 3 grands piliers sont complétés par 5 missions qui sont plus transversales, qui traitent des sujets suivants: l'adaptation au changement climatique, les cancers, la restauration de nos océans et de nos eaux, la santé des sols, et puis les villes neutres sur le plan climatique. Et des appels à projets sont publiés au sein des piliers et des missions transversales sur le site aussi Funding and Tenders, tout comme le programme LIFE. Slide suivante. Merci. Et je vais maintenant rentrer un peu plus en détail sur les caractéristiques des projets qui sont financés par le programme Horizon Europe. Donc, le budget total des projets est très varié, il dépend vraiment des appels qu'il faut donc bien étudier avant de candidater. Ça peut varier de quelques millions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pour le taux de cofinancement, ils sont très différents aussi en fonction des appels, en fonction des types d'appels à projets. Donc, il y a des types qui sont financés à 100%, comme les actions de recherche et d'innovation ou les actions d'innovation pour les acteurs à but non lucratif, alors que pour les actions d'innovation avec des acteurs à but lucratif, c'est de 70%. Donc c'est un peu peut-être pas très facile à suivre comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. La durée ensuite d'un projet Horizon Europe est variée, ça peut durer de 2 à 10 ans. Et en ce qui concerne les objectifs et les impacts, l'objectif principal d'un projet Horizon Europe, c'est vraiment l'avancée de la recherche et des solutions liées à la problématique qui est soulevée par l'appel à projet. Et chaque appel va vraiment avoir des attentes et des besoins spécifiques qui seront obligatoires à atteindre via le projet, mais tout est précisé vraiment dans ces appels. Et quant à la nature des activités, selon les sous-programmes et les priorités, il y a plusieurs approches qui sont possibles, mais on trouve principalement des tests sur le terrain, donc soit des innovations totales, soit des projets de démonstration. Merci. Et comme le programme LIFE, pour vous présenter ce que peut vraiment être un projet financé par le programme Horizon Europe, je vais vous parler rapidement du projet Act for Cosmetics. Donc, c'est un projet qui est déployé entre 2023 jusqu'à 2028. Il a pour ambition de renforcer la coopération entre les acteurs européens de la filière cosmétique afin d'accélérer la double transition écologique et numérique. Act for Cosmetics est coordonné par Cosmetic Valley. Il fédère des partenaires issus de la recherche, de l'industrie et des institutions pour encourager une innovation durable et sensibiliser les citoyens. Donc, son budget est de 3,6 millions d'euros et est cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Pour vous donner un peu plus une idée de ce qu'est le projet Act for Cosmetics, il contribue à co-construire des solutions pour faciliter l'innovation par la transition numérique dans le secteur cosmétique, à renforcer la transition verte afin de lutter contre le changement climatique et également à sensibiliser les consommateurs et citoyens à l'industrie cosmétique. Donc voilà pour une rapide présentation du programme LIFE et puis une illustration avec un projet qui se déroule en partie sur le territoire régional. Je laisse la main ensuite. Bonjour, donc je vais vous présenter les programmes Interreg. Alors les programmes Interreg, en fait, ils constituent ce qu'on appelle la coopération territoriale européenne, qui est un des 2 piliers de la politique européenne de cohésion. Donc là, on n'est plus sur des programmes sectoriels, mais néanmoins, on est toujours sur des projets européens de coopération. Alors, la coopération territoriale européenne, elle répond à l'objectif de réduire les disparités économiques qui existent aujourd'hui entre les différentes régions de l'Union européenne. Et les programmes Interreg financent des projets dans les domaines de l'environnement, du climat, de l'innovation, de l'économie circulaire, du numérique, de la mobilité, mais également du social et de la citoyenneté. Alors, pour la période de programmation actuelle, donc 2021-2027, la coopération territoriale européenne dispose d'un budget de 8 milliards d'euros. Et elle est financée par le FEDER, comme les fonds gérés par la région en direct. Alors,
Les programmes Interreg, ils relèvent de 4 volets différents. Un premier volet qui est la coopération transfrontalière, qui regroupe, qui concerne en fait les régions de différents pays autour d'une frontière commune. Donc là, on a un budget de 5,8 milliards d'euros pour l'actuelle programmation. Le deuxième volet de la coopération territoriale européenne, c'est le volet B qui correspond aux programmes transnationaux. Donc ça, c'est pour des régions de pays qui sont situés sur de grands espaces européens confrontés aux mêmes problématiques. Par exemple, on a l'espace Europe Nord-Ouest, dont la région Centre-Val de Loire fait partie, qui est confrontée à tout ce qui est problème de pollution. Le troisième volet de la coopération, c'est la coopération interrégionale, qui concerne là toutes les régions d'Europe. Et là, il y a 4 programmes, mais j'en expliquerai un après. Et enfin, le dernier volet, pardon, c'est celui qui concerne les régions d'outre-mer, les régions ultra-périphériques. Voilà. Alors, slide suivante aussi, merci. Pour rentrer dans les caractéristiques des projets soutenus donc au titre des programmes Interreg, les budgets d'abord, ils sont très variables selon les programmes. En général, le budget d'un projet se situe entre 500 000 euros et 5 millions d'euros, et parfois il peut excéder 10 millions d'euros si par exemple des investissements sont soutenus. Le taux de cofinancement, même chose, il est variable, il peut aller jusqu'à 80% pour certains projets, notamment sur un programme que j'évoquerai juste après. La durée des projets est variable également, ça peut aller de 18 mois sur des projets à petite échelle jusqu'à 4 ans. En moyenne, on est plutôt sur des projets de 3 ans. Un projet Interreg, comme d'autres projets européens, il doit avoir des objectifs, des impacts. Donc en général, leur but, c'est de résoudre des défis communs par l'élaboration de solutions communes, élaborées au niveau du consortium par tous les partenaires. Et puis aussi, chaque projet doit répondre à des objectifs stratégiques comme la compétitivité, le numérique, tout ce qui est climat-environnement, mobilité, connectivité, mais aussi droits sociaux et proximité avec les citoyens et développement local. Les activités soutenues au sein de ces projets Interreg, ce sont évidemment des activités de coopération, d'échange d'expériences, d'expérimentation quand on a un investissement, par exemple, sur un site pilote. Mais qui dit coopération dit aussi mise en réseau des différents acteurs présents dans ces projets, donc que ce soit des établissements d'enseignement supérieur et de recherche comme les universités, des institutions publiques comme les collectivités, des structures privées comme les entreprises principalement, mais aussi des associations. Et sont également soutenues des actions pilotes, des échanges de bonnes pratiques, le développement de stratégies territoriales et parfois des études. Voilà, slide suivante. Et pour illustrer les caractéristiques de ces projets Interreg, on a choisi de vous présenter le projet Salam. C'est un projet qui a été sélectionné en fin d'année 2003, qui implique la région Centre-Val de Loire comme partenaire et qui a été sélectionné dans le cadre du programme Interreg Europe, qui relève du volet interrégional. Interreg Europe, en fait, c'est un programme qui vise à qui vise à améliorer les politiques publiques et dont les cibles principales sont bien sûr les autorités publiques. Donc, si je reviens sur le projet Salam, son but, c'était de favoriser l'intégration durable des migrants sur les marchés du travail sur toute l'Europe. La région Centre-Val de Loire, elle est donc partenaire de ce projet aux côtés de 11 autres partenaires, pardon, et en particulier le réseau européen Eurlal, dont la région fait partie. Le budget total de ce projet Salam, il s'établit à 2 millions d'euros et il est financé par du FEDER à hauteur de 80% pour les structures publiques, ce qui est quand même intéressant puisque ça permet aux collectivités impliquées dans ces projets de permettre une montée en compétence de leurs agents impliqués pour un coût peu onéreux. Le projet Salam, il a plusieurs activités, donc développer des programmes de formation et d'accompagnement adaptés aux besoins des migrants et des jeunes, mais ce sont aussi des activités d'échange, de repère de bonnes pratiques entre les partenaires qui visent justement des échanges entre les régions qui permettent d'améliorer l'efficacité des politiques locales
Et enfin, dernière activité, c'est de renforcer la collaboration entre les différents acteurs régionaux, les entreprises et les organismes de formation. Pour terminer, j'ai parlé d'impact des projets. Sur le projet Salam, les collègues impliqués ont déjà relevé que les échanges avec les partenaires européens leur avaient permis d'améliorer le dispositif régional visé par le projet, c'est-à-dire le contrat territorial d'accueil des personnes migrantes. Et une nouvelle version de ce dispositif a pu être votée en octobre dernier. Voilà. Merci. Et on demeure à votre disposition si vous souhaitez des précisions sur ces informations liées au programme Interreg. Voilà. Merci. Je poursuis avec un autre programme Europe Créative, qui est le programme dédié au secteur culturel et créatif. Pour la période 21-27, Europe Créative dispose d'un budget total de 2,4 milliards d'euros, dont 380 millions pour l'année 2026. Oui, un écho. Le programme a deux objectifs généraux. Sauvegarder, développer et promouvoir la diversité et le patrimoine culturel et linguistique européen, et accroître la compétitivité, le potentiel économique des secteurs culturels et créatifs, notamment le secteur audiovisuel. Les principales priorités de ce programme pour 2026 sont la protection de la démocratie, la résilience de la société, le respect des valeurs et la préservation de l'état de droit. À travers les appels à projets, qui eux aussi sont publiés sur la plateforme Funding and Tenders, Europe Créative continuera à encourager les efforts d'écologisation et la transition numérique des secteurs culturels et créatifs, le renforcement démocratique avec l'inclusion et l'égalité des genres, l'engagement citoyen et les relations internationales de l'Union européenne. Le programme est composé de 3 volets avec pour chacun des objectifs spécifiques. Le volet culture soutient un large éventail de secteurs, notamment l'architecture, le patrimoine culturel, le design, la littérature et l'édition, la musique, les arts du spectacle, mais pas le secteur audiovisuel cinématographique qui se retrouve dans le volet média. De nombreux appels sont publiés dans ce volet, depuis des projets de mobilité exploratoire d'artistes ou professionnels du secteur culturel et créatif, avec Culture Muse Europe, jusqu'aux projets de coopération structurée, avec l'appel coopération. Et pour citer quelques autres appels, parce qu'il y en a beaucoup, on a la circulation des œuvres littéraires, Perform Europe, la journée des auteurs européens, le soutien au secteur culturel et créatif ukrainien, ou encore l'appel pour les capitales européennes de la culture, auquel a répondu Bourges et qui se retrouvera capitale européenne de la culture en 2028. Le volet média, qui soutient les industries cinématographiques et audiovisuelles européennes dans le développement, la distribution et la promotion d'œuvres européennes en tenant compte de l'environnement numérique actuel. Il encourage la coopération tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie audiovisuelle et regroupe le film, la télévision, la radio, les jeux vidéo et les contenus immersifs, afin de développer les entreprises et les contenus européens à l'échelle mondiale. Mais il sert aussi à former des talents, quelle que soit leur origine, faciliter le partage de connaissances, soutenir des solutions innovantes pour répondre aux demandes et aux tendances du marché, et pouvoir s'adresser à des publics de tous âges, en particulier les jeunes générations. Le volet transsectoriel, lui, il a pour objectif de renforcer la collaboration entre les différents secteurs culturels et créatifs, afin de les aider à relever les défis communs auxquels ils sont confrontés, trouver des solutions innovantes, mais aussi promouvoir un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste, soutenir l'éducation aux médias, favorisant ainsi la liberté d'expression artistique, le dialogue interculturel et l'inclusion sociale. Dans la diapositive suivante, vous pourrez découvrir la synthèse très schématique des appels Europe Créative, mais bien sûr, chacun des 3 volets et chaque appel a ses spécificités. Donc là, c'est vraiment des éléments en moyenne et en général. Sur la diapositive suivante, pour illustrer un exemple de projet soutenu par Europe Créative, vous avez la Journée européenne des auteurs 2025-2027, Read for Real ou Lire.ensemble.
La journée européenne des auteurs est une initiative cofinancée par le volet culture du programme Europe Créative et qui vise à promouvoir la diversité de la littérature européenne, encourager la lecture et nourrir l'amour de la lecture parmi les jeunes générations, favoriser la collaboration entre le secteur de l'éducation, en particulier les écoles primaires, secondaires et les enseignants, le secteur du livre et les organismes de promotion de la lecture au niveau local, national et européen. Il s'agit aussi d'élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme concret pour faciliter et soutenir financièrement les réunions et les échanges entre tous ces acteurs. L'appel était très compétitif puisqu'un seul consortium de 7 partenaires de 5 pays a été retenu. Et pour la France, c'est l'Agence régionale pour le livre et l'image, Cyclic, qui pilote le projet et qui a reçu un accompagnement du dispositif régional Projecteur pour sa candidature. Si vous cliquez sur la diapo, vous aurez toutes les informations. Donc le projet est coordonné par la Fondation pour la lecture universelle en Pologne et il y a également d'autres partenaires en Allemagne, en Bulgarie et 2 organisations internationales. À noter que des événements littéraires sont organisés lors de la journée des auteurs européens du 11 novembre, enfin depuis le 11 novembre et jusqu'au 12 décembre. Et n'hésitez pas à cliquer pour participer ou proposer un événement durant cette période, une rencontre, un atelier littéraire ou autre, et ce qui vous permettra de labelliser votre événement Lire ensemble et gagner en visibilité. Ensuite, nous passons au programme Erasmus+, que vous connaissez certainement, qui est le programme européen phare de la Commission européenne pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Depuis 1987, Erasmus+ a permis d'organiser plus de 16,5 millions de mobilités, dont 2 millions depuis la France, qui reste le premier pays d'envoi. Pour la période 21-27, le budget d'Erasmus total est de 26,2 milliards, donc 5,2 milliards pour 2026. Depuis le lancement de la programmation actuelle 21-27, plus de 570 projets portés par des structures françaises ont bénéficié d'un financement Erasmus+. L'objectif de ce programme, c'est de soutenir par l'intermédiaire de l'apprentissage tout au long de la vie le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans les domaines de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe et au-delà, et ainsi contribuer à la croissance durable, à des emplois de qualité, à la cohésion sociale et à la promotion de l'innovation et au renforcement de l'identité européenne et de la citoyenneté active. Le programme répond à 4 grandes priorités européennes: l'inclusion, la diversité, la transformation numérique, l'environnement et la lutte contre le changement climatique, la participation à la vie démocratique des jeunes en particulier. Il s'articule autour de 3 volets: éducation, formation, jeunesse et sport. Chacun de ces volets a des objectifs spécifiques permettant de promouvoir à la fois des projets de mobilité et des projets de coopération dans leur domaine. Concernant le volet éducation et formation, il est ouvert à tout public des domaines de l'éducation, de la formation, formelle ou informelle, et donc pas exclusivement aux étudiants comme on pourrait le penser ou comme la légende le voudrait. Il intègre donc des mobilités et des échanges et des projets de partenariat ou de réseau pour la coopération entre organismes. Pour les mobilités, elles concernent les stagiaires, les élèves, les apprentis, les étudiants, les enseignants, formateurs, personnels, demandeurs d'emploi, des jeunes qui auront ainsi la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences, leur employabilité dans le cadre de stages de formation ou d'études. Les échanges, quant à eux, permettent d'organiser des missions d'enseignement, des périodes de formation, d'observation de pratiques professionnelles en Europe. Et là, c'est plutôt pour les enseignants, formateurs, chefs d'établissement, tuteurs, maîtres de stage, personnel administratif ou technique d'établissements d'éducation, de formation. Les partenariats et réseaux pour la coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation. L'objectif est d'élaborer et de partager des méthodes et des outils de travail innovants
avec ses homologues européens ou internationaux pour des pays qui font partie du programme. Par exemple, il va s'agir de créer des référentiels européens de compétences, des modules de formation pour tout type de public, des réseaux européens d'établissements de formation. Je passe rapidement au volet jeunesse. Les projets de mobilité et d'échange du volet jeunesse s'adressent à deux types de publics, les jeunes et les acteurs de jeunesse qui peuvent être des bénévoles ou des professionnels. L'objectif là, c'est de développer des compétences personnelles et professionnelles en participant à des activités qui se déroulent à l'échelle européenne, internationale ou nationale et en dehors d'un cadre d'éducation formelle. Pareil pour les projets de coopération, ce sera la même chose que pour le volet éducation-formation, mais ce sont des projets qui viennent en soutien aux politiques publiques des secteurs de l'éducation et de la jeunesse. Pour le volet sport, ça va être la même chose. Les projets de mobilité concerneront les personnels des organisations sportives impliquées dans le sport de masse et toute personne rémunérée ou bénévole dans ces structures, mais pas les athlètes, les licenciés ou les bénéficiaires de la structure sportive. Il y a possibilité aussi de monter des projets de partenariat dans le volet sport. Et là, ce sera pour améliorer les pratiques des organisations sportives avec des livrables, en s'appuyant sur les thématiques prioritaires du volet sport. Et à noter, une originalité de ce volet, c'est qu'il comporte aussi des appels à projets de manifestations européennes à but non lucratif. Donc là, il s'agit d'organiser des événements à dimension européenne dans les domaines suivants: volontariat dans le sport, inclusion sociale par le biais du sport, lutte contre les discriminations dans le sport, y compris égalité femmes-hommes, et augmenter les niveaux de pratique et faire la promotion du sport et de l'activité sportive comme outil de santé et de bien-être. Dans la diapositive suivante, là encore, vous avez une synthèse schématique des appels Erasmus+. Et là encore, chaque volet, chaque appel a ses spécificités. Donc là, c'est un peu une moyenne, un panorama général. Juste pour préciser l'action 3, qui s'appelle « Soutien à l'élaboration des politiques et à la coopération », c'est une action qui soutient la coopération stratégique au niveau de l'UE et contribue à la mise en œuvre des politiques existantes, mais aussi à l'élaboration de nouvelles politiques européennes dans les domaines de l'éducation, formation, jeunesse et sport. Donc là, il s'agit plutôt d'actions d'expérimentation par rapport à des politiques européennes, des événements, des campagnes d'information pour les citoyens ou les organisations, contribuer au recensement, à la diffusion de bonnes pratiques. Un exemple pour terminer sur Erasmus+, voilà. Le projet Jeunes d'aujourd'hui, pourquoi et comment agir dans ma ville? C'est un projet qui relève de l'action clé mobilité d'apprentissage des individus, une mobilité des jeunes. Il est coordonné par une association qui s'appelle Jeunes ouverts à l'international et aux échanges et qui est basée en région, Centre-Val de Loire. Le consortium rassemble 6 partenaires de 6 pays différents. Et il est mis en œuvre depuis janvier de cette année. Il court jusqu'à fin février 2026. L'idée, c'est que 46 jeunes participants au projet, qui sont apprentis ou étudiants âgés de 15 à 25 ans. Au départ, ils souhaitaient tous devenir acteurs des choix futurs de leur ville, de leur région, de leur pays, et établir des liens avec d'autres jeunes d'autres pays. Et dans leur idée de contribuer au monde de demain où la solidarité internationale garantira la paix et la justice. Donc tout un programme, mais quel est le besoin au départ de ce projet? Il rencontre des difficultés, des obstacles pour s'impliquer dans la vie citoyenne, pour être reconnu. Et c'est ce besoin qu'a identifié le projet, et l'objectif sera donc de leur permettre d'améliorer leur confiance en eux, de travailler l'art de l'argumentation, par exemple, de savoir montrer leur capacité, leur adaptabilité à s'intégrer dans un groupe. Donc avant de se retrouver au mois d'octobre en France et notamment à Ballon-de-Miré en Centre-Val de Loire, entre eux, ils ont créé des réunions, ils ont fait des enquêtes, des affiches, des tournages de vidéos, puis se sont rencontrés, ils ont échangé sur les questions du projet, à savoir pourquoi, comment agir dans ma ville. Il y a eu une rencontre et ce qui leur a permis d'acquérir une meilleure confiance en eux-mêmes, les responsabiliser et les encourager à devenir des acteurs de leur ville. Pareil, vous pouvez trouver plus d'informations sur ce projet en cliquant sur la slide. Merci.
Je vais reprendre la main et donc continuer en vous présentant le programme Europe numérique, qui est aussi appelé Digital Europe. Donc, il s'agit du programme de l'Union européenne dédié à la transformation numérique de l'économie, de la société et des compétences. Son objectif est donc de renforcer la capacité numérique de l'Europe, d'accélérer l'adoption des technologies numériques et de promouvoir l'autonomie stratégique de l'Union. Pour la période allant de 2021 à 2027, Europe numérique dispose d'un budget total de 7,6 milliards d'euros. Ce programme est divisé en 3 piliers technologiques, donc le calcul à haute performance, l'intelligence artificielle et un troisième pilier, cybersécurité et confiance. Ces 3 piliers sont complétés par 2 piliers transversaux, donc compétences numériques avancées et déploiement, utilisation des capacités numériques. Slide suivante, merci. Donc, vous retrouverez ici un tableau récapitulatif avec des éléments sur les projets financés par Digital Europe, mais je ne vais pas vous les lire, donc vous retrouverez ça dans les slides qui sont partagés après. Slide suivant, merci. Pour vous donner un exemple, le projet Loire Valley Data Hub, c'est un projet cofinancé par le programme Digital Europe. Il a pour objectif d'accélérer la transformation numérique des entreprises et des collectivités du territoire. Il est porté par DevUp Centre-Val de Loire en partenariat avec un consortium d'acteurs économiques, académiques et technologiques. Il dispose d'un budget total de 1,8 million d'euros pour la période allant de 2024 à 2027. Et les objectifs du projet Loire Valley Data Hub sont les suivants. Accélérer la transformation numérique des entreprises et des collectivités du territoire, faciliter l'accès et l'adoption des technologies clés, donc intelligence artificielle et cybersécurité notamment, former, conseiller et soutenir l'innovation en aidant les acteurs à expérimenter et à financer leurs projets numériques. Il a aussi pour objectif de promouvoir un numérique responsable et collaboratif au service de la performance et de la durabilité du territoire. Donc voilà pour une présentation brève et un exemple concis. Merci Maëlle. Donc voilà, on vient d'avoir un aperçu de quelques programmes sectoriels ainsi que des programmes Interreg. Vous m'entendez? Oui? Pardon. Et donc voilà, on voulait s'arrêter un petit peu sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, parce que ces programmes sectoriels qu'on vient de vous présenter, en fait, vous l'avez régulièrement entendu de la part de nos collègues, ce sont des programmes qui s'inscrivent sur une durée jusqu'à 2027. Donc qu'est-ce qui se passe après 2027? Ça va continuer, mais dans un autre cadre. Donc l'Union européenne fonctionne avec un cadre financier pluriannuel et on voulait un petit peu faire le point sur le cadre actuel, voir un petit peu comment il fonctionne, à quoi il répond, et puis surtout celui qui se dessine et qui commence à être discuté pour la prochaine programmation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un cadre financier pluriannuel? C'est en fait un cadre qui va permettre à l'Union européenne de fixer des priorités et des plafonds de dépenses pendant toute une période donnée. Donc en général, on est sur une programmation de 7 ans. Le traité oblige à 5 ans, mais la pratique fait qu'aujourd'hui, on est sur des programmes de 7 ans, des programmations de 7 ans. L'idée, c'est d'avoir en fait un super budget à long terme. Ça offre à l'Union européenne une visibilité et à l'Union européenne et à différents acteurs, ça permet de voir sur un temps long quelles vont être les priorités de l'Union européenne et quels vont être les efforts budgétaires sur quelles grandes politiques. Donc, vous les connaissez, l'éducation, le climat, la recherche, la sécurité, l'agriculture, la cohésion, la migration et bien d'autres. Donc, ça permet d'avoir cette vision sur le long terme, sur cette année, où l'effort financier va être mis au niveau de l'Union européenne. Donc, de ce cadre financier pluriannuel, on va pouvoir chaque année voter un budget annuel. Quand je dis on, bien sûr, ce sont nos co-législateurs, le Parlement européen et le Conseil. Mais c'est la proposition. Ces budgets annuels découlent vraiment de ce cadre financier pluriannuel qui sont le cadre dans lequel on va pouvoir agir et participer éventuellement pour ce qui relève de votre côté, de participer à un programme sectoriel. Donc, c'est important de connaître ce cadre et de comprendre qu'on ne peut pas aller au-delà. Et donc, on ne peut pas imaginer des programmes qui vont sortir du chapeau. Ça part de là, ça part de ce cadre financier pluriannuel. Il est toujours proposé par la Commission européenne, respectant les règles de base des institutions européennes. La Commission propose et les co-législateurs que sont le Parlement et les États membres à travers le Conseil décident. Donc les deux co-législateurs sont le Parlement et le Conseil. Donc on a une proposition de la Commission européenne qui donne les grandes lignes, qui offre
comme ça une première vision de ce qui pourrait être la stabilité financière de l'Union européenne sur les 7 années à venir. Et on a le Parlement et le Conseil, donc autrement dit les ministres des gouvernements en tout cas, qui vont à un moment donné dire OK, on y va, on part sur cette programmation pour les 7 ans à venir. Ça permet, vous le voyez, bien sûr, d'avoir une vision à long terme et de pouvoir ainsi mieux comprendre l'engagement de l'Union européenne sur les grands défis européens. Donc c'est ça ce qu'on appelle le CFP. On l'entend aussi en version anglaise MFF, si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Mais voilà ce qui donne le schéma de départ, le cadre de départ, et qui est donc stratégique et important à suivre. Slide suivante. Le cadre dans lequel on évolue, et donc les programmes sectoriels qui vous ont été proposés aujourd'hui, enfin présentés aujourd'hui, s'inscrivent donc dans ce cadre 2021-2027. Il a été adopté en 2020 et vous voyez que, alors il a fait l'objet d'une révision en 2024. On est à peu près sur un budget donc de 2070 milliards d'euros après les révisions. On voit un petit peu à travers ce graphique qui vous est proposé là où les efforts ont été mis. Ce que l'on voit en général, c'est qu'on a deux grandes catégories qui prennent les 2/3 du budget. Je voudrais peut-être vous dire aussi qu'à peu près ce qu'on voit, c'est que 93% de ce cadre financier pluriannuel finance les programmes et les politiques sectorielles dont on parle, et qu'on a à peu près 7% pour le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Donc 93%, c'est de l'investissement sur les programmes et les différentes initiatives de la Commission, enfin les programmes et politiques. Et les 2/3 à peu près, ce sont les deux bulles que vous voyez, la bleue et la verte, qui constituent encore à peu près les 2/3 des efforts d'investissement de l'Union européenne. Donc on retrouve dans la bulle bleue la cohésion et dans la bulle verte la politique agricole commune. Donc là, on a encore une fois devant vous la slide qui représente, enfin qui parle du cadre actuel 2021-2027, et on voit qu'on est encore sur un schéma où les 2/3 des efforts budgétaires de l'Union européenne portent sur l'agriculture et la cohésion, donc la fameuse politique de cohésion dont on parlait aussi dans la première slide quand on rappelait notre organisation au niveau de la direction européenne internationale. C'est nos équipes du service qui suit les FESI, qui suivent cette politique de cohésion. Donc voilà, vous avez ici une présentation de l'ensemble des grandes politiques. Donc on peut peut-être les détailler, mais vous voyez les différentes bulles, c'est peut-être un petit peu petit. On a aussi donc le marché unique, l'innovation, le numérique pour 149 milliards. On a la cohésion donc avec 426 milliards. On a les ressources naturelles et l'environnement pour 401 milliards, migration, gestion des frontières, 28 milliards, sécurité, défense, 16,4 milliards, voisinage et monde, 113 milliards, et donc l'administration publique qui constitue un budget de 73 milliards. Donc, sur cette période de 7 années. Donc, encore une fois, l'effort actuel est encore aujourd'hui sur ces deux grandes politiques de l'Union européenne que sont la politique agricole commune et la politique de cohésion, voilà, qui sont les politiques traditionnelles, j'allais dire, de l'Union européenne, et en tout cas où l'effort est encore aujourd'hui le plus fort. On a aussi ce plan de relance européen qu'on voit sur la slide de 807 milliards d'euros qui a été ajouté. Le but, c'était de soutenir en fait la reprise économique des États membres après la crise liée à la pandémie de Covid-19, donc essentiellement à travers des subventions, des prêts. Les fonds, de manière générale, sont destinés à financer des projets et des réformes avec un accent particulier sur les transitions écologiques et numériques. Voilà, slide suivante. Juste un petit... C'est bon, voilà. Ah, slide suivante. Voilà, l'actualité, c'est pour ça que ça me semble important vraiment de terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a commencé en fait officiellement la discussion sur le prochain cadre financier pluriannuel, et vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le cadre stratégique dans lequel vont se décider les politiques et les programmes qui vont être soutenus par l'Union européenne et la Commission européenne. Donc il est important que ce cadre financier pluriannuel soit en phase avec les aspirations des États membres
pour pouvoir répondre aux défis. Et donc, on a reçu la proposition de la Commission européenne. Enfin, la Commission européenne a publié cet été sa proposition. Donc, on arrive avec un budget qui est en légère hausse, hein. Si on regarde un petit peu ce qui est annoncé par la Commission européenne, on a un budget de 2000 milliards d'euros. Donc, c'est un peu plus que le budget actuel, mais c'est loin de ce qui est des recommandations du rapport Draghi qui avait recommandé qu'on aille un peu plus au-dessus, mais on a en tout cas une proposition un peu en hausse avec cette ambition de Ursula von der Leyen d'avoir un budget qui réponde à des défis de souveraineté, compétitivité et de résilience de l'Europe. Ce qu'on voit très clairement de la part de la Commission européenne, c'est une volonté de réduire le nombre de programmes, le nombre d'instruments financiers. Donc, on le voit dans le schéma qui vous est proposé ici, une volonté de simplifier, de rendre plus cohérent les interventions de l'Union européenne. Et vous le voyez, la Commission souhaite réduire le nombre de programmes en proposant une structure sur 3 piliers. Ce qui faut avoir en tête, et on ne va pas pouvoir ici en parler trop longtemps, mais on est vraiment au tout début de la discussion avec les partenaires. C'est une discussion qui va prendre 2 années, 2 années de discussion, de négociation au Conseil, au Parlement. Beaucoup au Conseil, au niveau des gouvernements évidemment, puisque ce sont eux qui décident combien ils mettent au pot commun et donc comment ça se traduit en termes de politique et d'efforts d'investissement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que la proposition de la Commission est quand même assez nouvelle, puisqu'elle décide vraiment de remodeler les différents programmes et notamment, si vous voyez le premier pilier qui s'intitule Plan de partenariats nationaux et régionaux, une volonté de la Commission européenne de simplifier et surtout de remettre dans ce pilier, de les fondre en fait, la politique agricole et la politique de cohésion avec une conséquence évidente, c'est une réduction en fait de ces budgets. Donc on aura une diminution de ces budgets qui sont des budgets importants pour un territoire comme le nôtre, c'est évident. On va aussi, si on lit un petit peu ce qui est présenté par la Commission, c'est une volonté aussi de mettre davantage le paquet, j'allais dire, sur la compétitivité. Donc c'est le deuxième pilier que vous voyez présenté ici, où on aura en fait des efforts importants. Et notamment, si on regarde un petit peu dans le détail, dans les chiffres qui sont proposés, des programmes qui vont être confirmés et même voir leur enveloppe budgétaire considérablement augmentée. Je pense notamment au programme Horizon Europe. Donc, vous voyez dans le pilier 2, la deuxième rubrique en violet, c'est un budget très, très augmenté, 175 milliards. Donc, il a été présenté tout à l'heure. On le double quasiment. C'est important. Et c'est vraiment, ça reflète vraiment la volonté de la Commission d'arriver à avoir un cadre, un CFP, donc un cadre financier pluriannuel qui réponde vraiment à cette volonté de progresser sur la compétitivité de l'Europe. Donc, on est vraiment là sur des... Alors, on n'est pas dans la discussion à commencer au niveau des États et du Parlement, mais on n'est pas en train de discuter des chiffres et de chaque programme, quel programme va avoir quelle enveloppe budgétaire, mais on est clairement là, c'est en train de revoir cette architecture, enfin de discuter cette architecture entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Ce qu'on note également d'intéressant, c'est des nouvelles priorités qui sont vraiment mises en avant, comme la sécurité et la défense, compte tenu du contexte géopolitique que vous connaissez. Donc, cette architecture est proposée depuis cet été, elle est déjà discutée au niveau du Conseil, le Parlement s'est déjà aussi beaucoup manifesté, mais encore une fois, ça va surtout être au Conseil que ça va se décider, et on n'en est qu'au début, ça va durer 2 ans, et donc il est important d'être présent dans ces discussions et de les suivre de près pour voir comment sera un impact et comment ça va se décliner au niveau des programmes sectoriels dont on a parlé aujourd'hui. Mais je crois que j'ai déjà trop parlé et je dois laisser du temps, si j'ai bien compris, aux échanges et surtout à vos questions. Donc, à vous la parole. On est là, toute l'équipe est là connectée pour répondre à vos questions et si on manque de temps, on pourra revenir vers vous un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas, à vous la parole. Est-ce que Carla, il y a des questions dans le chat peut-être? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. S'il y a une remarque sur le fait que le budget 21-27 est de 2070 milliards,
que celui annoncé de 2000 milliards. Donc effectivement, la hausse doit se jouer au niveau de la décision du plan de relance Covid-19 qui en fait a modifié. C'est si on compare en fait par rapport au premier CFP qui avait été voté, il a été un peu remanié et gonflé par le plan de relance suite à la crise du Covid-19. Ah oui, alors on a une question de Madame Van de Waal, j'espère que je prononce votre nom correctement. Si une région peut être coordinateur ou chef de file d'un projet Interreg ou FEDER. Alors, Florence, je te laisse peut-être la parole sur cette question, aussi peut-être pour bien repréciser la différence entre un projet FEDER et un projet Interreg. Oui, ok, merci Lauriane. Donc la différence entre un projet Interreg et un projet FEDER. Un projet FEDER est également soutenu par le FEDER, puisque Interreg, comme j'ai pu dire, c'est la coopération territoriale européenne, c'est le deuxième pilier de la politique européenne de cohésion. Et ce qu'on appelle un projet FEDER, c'est en fait un projet qui est soutenu par du FEDER, mais comment dire, l'allocation est attribuée par la région, c'est-à-dire qu'on est sur le premier pilier de la politique européenne de cohésion. Ce sont les fonds FEDER qui sont gérés directement par les régions en France, et on est sur des projets en fait à dimension locale et qui sont mono-bénéficiaires. Par exemple, ça peut être un projet de l'Université d'Orléans qui va développer un pilote, mais sur son territoire, près d'Orléans, et l'université sera la seule bénéficiaire de la subvention FEDER. Voilà, à la différence d'un projet Interreg, où là, on est sur un financement FEDER, mais c'est un projet qui va se dérouler à l'échelle européenne et qui réunit plusieurs partenaires de différents pays européens. Et juste pour préciser, un consortium Interreg, c'est au minimum 3 partenaires de 3 États membres différents. Voilà. Et pour répondre précisément à la question, est-ce qu'une région peut être coordinateur ou chef de file d'un projet Interreg? Oui, tout à fait. Voilà. Après, je ne sais pas si c'était vraiment le sens précis de la question ou si vous souhaitiez des précisions. Merci. Merci Florence. Alors, je vois une question sur le niveau d'inquiétude. Comme l'ensemble des régions françaises, européennes, mais françaises, on est on regarde vraiment ce qui se passe au niveau de ces discussions sur le CFP, parce que c'est vrai que euh, il y aura un impact sur la politique de cohésion et la PAC, c'est évident, puisque donc, j'ai pas eu le temps de développer, mais dans ces plans de partenariats nationaux et régionaux, il va y avoir certainement à un moment donné des arbitrages entre la PAC et la politique de cohésion. Donc, il est évident que pour nous, en tant que région française, il y aura un impact. Donc, on suit de près. On se mobilise aussi avec d'autres régions européennes pour défendre en fait la politique de cohésion telle qu'on la connaît. Encore une fois, on est vraiment là encore à discuter de cette architecture nouvelle qui est proposée par la Commission, qui surprend, qui agace, qui inquiète par des choix faits qui peuvent étonner en fait le niveau territorial qui est le nôtre. Ce qui est évident, c'est que la Commission européenne a vraiment cherché à renforcer le deuxième pilier sur le schéma, si vous l'avez encore en tête, le pilier renforcer la compétitivité. Et on a là clairement cette philosophie, cet esprit que l'Union européenne, en fait, doit progresser et s'en sortir, en fait, par le biais de la recherche et de l'innovation, qui doivent être les leviers essentiels pour répondre aux défis structurels de l'Europe. Et ça, c'est clairement ce qui est écrit dans le rapport Draghi, et c'est clairement une conséquence, c'est ce qu'on voit, c'est que dans la proposition de la Commission, le budget d'Horizon Europe est doublé. Donc ça, c'est typiquement ce qui n'est pas le cas de ces anciennes traditions, enfin ces politiques traditionnelles, j'allais dire, que sont la PAC et la cohésion, qui sont remises en cause par la Commission européenne. Donc oui, on est préoccupé, je ne sais pas si on veut parler d'inquiétude, mais préoccupé certainement, et on a nos exécutifs, nos élus qui sont très conscients de cette architecture qui a été présentée et qui sont mobilisés avec Région France, mais aussi avec des réseaux, des alliances de régions européennes pour essayer de veiller à ce que cette architecture ne se fasse pas au détriment de politiques essentielles pour notre territoire. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais voilà. Merci Anne-Sophie.
Alors, en attendant peut-être d'éventuelles questions, donc bien sûr, comme il a été mentionné plusieurs fois, les slides seront à retrouver ainsi que le replay sur le site Europe au Centre. Donc, dans ces slides, vous retrouverez aussi une série de ressources rassemblées par les équipes pour vous permettre, en fait, donc là, c'est sûr qu'il y a une grosse masse d'informations qui a été présentée pour vous permettre, en fonction de vos intérêts, d'aller creuser plus précisément ces différentes sources d'informations. Donc, vous avez donc le portail Funding and Tenders qui est vraiment le portail de référence pour tous les appels de la Commission européenne. Vous avez aussi une nouvelle application qui est toute neuve, qui vient de sortir de la Commission européenne pour être mieux informé, pour que ce soit plus intuitif, plus accessible. Donc, une application sur téléphone. Vous avez ensuite donc toutes les ressources plus thématiques qui touchent aux différents programmes qui vous ont été présentés. Voilà, vous avez aussi les points de contact nationaux qui sont des ressources que vous pouvez aussi ne pas hésiter à mobiliser si vous avez des projets. Donc en fait, leur rôle, c'est au niveau de l'État. Donc en fait, chaque État a un point de contact national pour les différents programmes. Donc en France, on a un point de contact national Life, Horizon Europe, etc., qui peuvent aussi répondre à vos questions. Et enfin, donc avant de continuer pour celles et ceux qui souhaitent continuer à échanger, si vous avez des questions, on souhaitait aussi donc vous repartager donc nos webinaires précédents et vous parler de notre prochain webinaire qui fera l'objet d'une édition un peu spéciale pour le dernier webinaire 2025. On vous propose cette fois de se retrouver dans un mois autour vraiment de vos questions, de vos sujets. Donc le principe serait un temps d'échange plus horizontal, plus informel aussi, où en fait vous auriez donc toute notre équipe qui serait présente pour répondre à vos questions, que vous soyez sur un montage de projet, que vous soyez intéressé par des réseaux, que vous ayez des questions plus générales, que vous souhaitiez un peu nous vous présenter votre structure, là où vous en êtes. Euh, donc voilà, on s'assurera que tout le monde ait le temps de présenter ce qu'il ou elle souhaite présenter. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous le 11 décembre à 13h30 pour ce temps d'échange euh, pour vraiment pouvoir vous accompagner de façon un peu plus ad hoc sur les projets que vous avez. Et donc là, nous, on est encore en ligne aussi également maintenant. Si vous avez des questions spécifiques sur les programmes, je vois une question de Monsieur Offrère sur le devenir du programme Leader. Donc ça va plutôt être nos collègues de la direction de l'agriculture. Et comme l'a dit Anne-Sophie, c'est aussi pas encore tout à fait fixé, étant donné que les négociations viennent tout juste de débuter. Le CFP actuel est toujours actif jusque fin 2027, donc il y a encore des appels qui vont sortir pour 2026, pour 2027. N'hésitez pas aussi à chercher les programmes de travail de ces appels qui permettent en fait d'anticiper les différentes thématiques plus précises qui vont être concernées en 2026 et en 2027. Donc voilà, les négociations commencent dès maintenant parce que, comme vous pouvez l'imaginer, mettre 27 États autour de la table avec le Parlement et la Commission dans la boucle, c'est un exercice extrêmement complexe et qui est très chronophage. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir une version définitive et tous les acteurs n'ont pas encore avancé toutes leurs billes pour faire peser la balance dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de vraiment donner une réponse claire. Je ne sais pas si Anne-Sophie, tu veux compléter. Oui, Permets non, c'est peut-être ça. Bah ouais, de rajouter quelque chose sur la question pour le devenir du programme leader. Donc, j'ai pas d'informations précises à donner, mais il y a des éléments qui sont un peu sortis de la commission où la commission proposerait d'affecter 10% du budget du premier pilier, donc du pilier plan partenariat national et régional, au développement rural. Donc, sans dire que c'est spécifiquement le programme leader, ça recoupe un peu les objectifs du programme leader. Voilà, c'est oui, la seule information normalement, que je peux donner. tout à fait, mais ouais, on le retrouve normalement dans le PPNR, mais encore une fois, hein, et je crois que Lauriane vient bien de le dire, on n'est qu'au début de ces négociations et l'architecture est encore très discutée. Donc, il faut vraiment être patient pour avoir des éléments plus stabilisés. Mais c'est vrai qu'à ce stade, ça n'a pas été oublié par la Commission. Mais voilà, on sait simplement que les enveloppes budgétaires ne seront certainement pas les mêmes qu'aujourd'hui, globalement, pour le développement rural et l'agriculture. Donc, à suivre également.
que oui, l'intention de ce webinaire, c'était de vous donner en fait quelques clés, si vous connaissez quelques programmes spécifiques qui concernent vraiment vos activités, pour que vous puissiez vous représenter d'où est-ce qu'ils viennent et comment potentiellement ils vont évoluer. Mais pas pour but de présenter une analyse poussée qui, à ce stade, n'existe pas. Voilà, est-ce que nous avons d'autres questions? Nous avons complètement assommé. C'est la particularité des appels sectoriels, ils touchent énormément de thématiques et donc forcément c'est très touffu. Mais une fois que vos priorités sont bien définies, ça devient beaucoup plus simple d'identifier vraiment quel programme vous concerne et donc nos équipes sont présentes aussi pour vous accompagner dans cette démarche. Mais s'il n'y a pas de questions, euh, on va vous souhaiter un très bon après-midi, une bonne semaine. Et on espère vous retrouver le 11 décembre pour davantage d'échanges. Merci à toutes et à tous. À Je vois bientôt. qu'on a une dernière Ah, question peut-être de Madame Van Val. Si les taux de cofinancement seront revus à la hausse pour le programme 2028-2034. alors, de quel programme vous parlez? Est-ce que vous en avez un en tête? Donc, c'est vrai que les taux de cofinancement varient en fonction des programmes et des types de structures. Donc, s'ils sont revus, ce sera effectivement un peu... Ah, pour Interreg. Alors pour Alors, Interreg, pareil, les discussions sont en cours. A priori, on parle pour le moment d'un taux de cofinancement de 80 voire 85%, mais c'est pas du tout encore figé, c'est vraiment une proposition, donc à suivre aussi et ça je pourrais vous tenir informé régulièrement si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Merci. D'autant plus que Florence, qui vient de prendre la parole, Florence Gauthier, est notre point de contact régional pour Interreg. Donc, ça fera un plaisir effectivement de vous répondre plus précisément quand les choses seront connues. Voilà. On s'arrête là? Je n'entends plus. Je pense je qu'il y a un pense souci de qu'effectivement, connexion. non, je pense qu'effectivement, on peut s'arrêter là. Il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles questions pour l'instant. Donc, on vous souhaite une excellente après-midi. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.